12 juin 1994, Los Angeles. Dans le quartier huppé de Brentwood, un calme étrange flotte dans l'air chaud de la nuit. À 00h10, un voisin promène son chien et remarque quelque chose de étrange abnormal. Le chien tire violemment sur sa laisse, inquiet, comme s'il voulait montrer un chemin précis. Quelques minutes plus tard, deux passants découvrent une scène qui restera gravée dans la mémoire collective. Devant le 875 South Bundy Drive, gisent deux corps ensanglantés. Nicole Brown Simpson, 35 ans, est retrouvée allongée en position fétale, la gorge tranchée jusqu'à presque la décapitation. À quelques mètres, le corps de Ronald Goldman, 25 ans, serveur dans un restaurant voisin, montre des blessures de défense, multiples coups de couteau, une lutte acharnée. Les deux victimes ont été tuées avec une violence inouïe. La police arrive. Un gant noir ensanglanté est retrouvé près du corps. Des empreintes de sang mènent vers l'arrière de la propriété. La découverte du lien explosif. Très vite, les enquêteurs découvrent que Nicole est, elle, ex-femme de Orenthal James Simpson, meilleure star de la NFL des années 70, acteur, célébrité, icône américaine. Les voisins parlent de disputes, de cris, de tensions conjugales. Les rapports policiers montrent un historique de violence domestique. Les enquêteurs sentent immédiatement que ce n'est pas un homicide ordinaire. La maison de Rockingham, indice troublant. Lorsque la police se rend chez O.J. Simpson, plusieurs éléments les frappent. Une camionnette blanche dans l'allée avec des traces suspectes. Une goutte de sang sur la poignée de sa voiture. Un second gant noir, identique à celui trouvé à Bundy. Traces de sang menant vers l'arrière de la propriété. Mais O.J. n'est pas là. Nicole a été assassinée. Et O.J. Simpson, son ex-mari, semble introuvable. Les médias flairent le séisme. En quelques heures, la nouvelle explose sur les chaînes de télévision. CNN interrompt sa programmation. Journalistes, hélicoptères, photographes affluent. Un meurtre brutal, une célébrité impliquée. Une histoire de jalousie, de divorce, de violence conjugale. Le cocktail parfait pour un ouragan médiatique. Ce n'est encore que le début. Lorsque la police contacte O.J., il accepte de se livrer. Le 17 juin 1994, l'Amérique entière s'attend à voir une célébrité entrer calmement dans un commissariat. Mais O.J. disparaît. L'avocat Robert Kardashian lit devant la presse une lettre d'adieu. Les mots sont sombres. « Je n'ai rien fait. Je ne veux pas vous faire subir ça. Dites adieu à mes enfants. » Les autorités craignent un suicide. Le Bronco blanc, 95 millions de spectateurs. À 18h, les hélicoptères repèrent un Ford Bronco blanc roulant sur l'autoroute I-405. Au volant, Al Cowlings, ami de longue date. À l'arrière, O.J., tenant un revolver sur sa propre tempe. La poursuite est lente, presque irréelle. Les voitures de police suivent à distance. L'Amérique entière est suspendue à l'écran. Chaînes interrompues, pages coupées, bulletins spéciaux, audiences record. 95 millions de personnes regardent un Bronco avancer à 60 km/h. C'est le moment où les affaires cessent être un simple crime pour devenir un spectacle national. Pourquoi O.J. a-t-il fui? Les criminologues avancent 3 pistes. Culpabilité émotionnelle, panique, impossibilité d'affronter la réalité. Stratégie médiatique, susciter la compassion du public, volonté de contrôler la narration. O.J. savait que chaque geste serait analysé. Quand le Bronco arrive enfin à Rockingham, O.J. se rend. La police retrouve dans le véhicule du sang, des vêtements, une arme, une lettre d'adieu. L'Amérique est divisée. Est-il un meurtrier paniqué ou un homme innocent accablé par la pression? Avant même que le procès ne commence, les preuves semblent écrasantes. Sang d'O.J. trouvé près des corps, sang des victimes dans la voiture d'O.J., sang d'O.J. dans le couloir de Bundy, gouttes menant à sa maison, cheveux compatibles avec ceux de O.J., fibres retrouvées sur le gant, traces sur les chaussettes dans sa chambre. Sur le papier, le dossier paraît presque impossible à défendre. Mais alors, pourquoi le doute s'installe-t-il? Parce que l'enquête policière se révèle catastrophique. 1. Scène contaminée. Les agents marchent dans le sang, touchent des objets sanguins, déplacent des éléments. 2. Temps mal noté. Les chronologies deviennent floues, incohérentes. 3. Preuves mal conservées.
Certains échantillons ADN arrivent tout verts, d'autres sont mal réfrigérés. Théâtre, l'ombre de la corruption du LAPD. À cette époque, la police de Los Angeles est impliquée dans plusieurs scandales. Racisme systémique, abus de pouvoir, falsification de preuves. Le public afro-américain ne fait plus confiance au LAPD. Mark Fuhrman, l'homme qui détruit la crédibilité policière. L'officier Mark Fuhrman, premier sur place, devient un personnage central. Lors du procès, des enregistrements révèlent qu'il a utilisé des insultes racistes, décrit des violences policières et même parlé de falsification de preuves. La défense s'empare de cette faille. Si Fuhrman était capable de mentir sur son racisme, alors il est capable de tout. La question n'est plus « O.J. est-il coupable ?» mais « Peut-on croire la police de Los Angeles ?» Les gants. If it doesn't fit, you must acquit. Pendant le procès, O.J. essaie les gants supposés être ceux du tueur. Il semble trop petit. Il force sa main, grimace, montre au jury qu'il ne rentre pas. L'avocat Johnny Cochran prononce alors la phrase la plus célèbre de l'histoire judiciaire « If it doesn't fit, you must acquit ». Si ça ne rentre pas, vous devez acquitter. Cette démonstration, bien que critiquée par les experts médicaux, ancre une image indélébile. Le procès cesse de tourner autour des preuves. Il devient une bataille de perception. Le 24 janvier 1995 débute le procès le plus médiatisé de toute l'histoire américaine. Des caméras installées dans la salle retransmettent chaque minute en direct. Ce n'est plus seulement un procès, c'est un feuilleton national, une obsession collective. Le tribunal devient un plateau de télévision. Les chaînes d'information diffusent, analysent minute par minute, débats entre avocats, vedettes, reconstitutions graphiques, interviews de voisins, experts, psychologues, théories parfois absurdes, plans répétés des gants, des voitures, du sang. Le public s'installe devant son téléviseur, comme pour regarder une série dramatique. Les spectateurs ont leur personnage préféré, O.J., l'icône déchue, Cochran, l'orateur flamboyant, Marcia Clark, la procureure au regard d'acier, Fuhrman, le policier controversé, Kardashian, déjà captivant avant l'ère de la télé-réalité. Chaque témoignage devient un épisode. Chaque élément de preuve, un cliffhanger. Chaque pause du juge, un temps mort commercial. Les journalistes n'informent plus. Ils raconteraient. Les avocats ne plaident plus. Ils performeraient. La défense utilise parfaitement la scène. Johnny Cochran comprend immédiatement les règles du nouveau jeu. Ce procès ne se gagnera pas dans les preuves scientifiques, bien trop fragiles. Il se gagnera dans l'opinion du jury, qui lui-même subit l'influence d'un pays obsédé par l'affaire. Cochran utilise des métaphores puissantes, des images mémorables, des phrases courtes destinées aux journaux du soir. Le tribunal vibre d'émotion. La narration supplante la logique. Le doute devient un spectacle. La dimension raciale, le cœur rougeoyant du feu. Le procès se déroule 3 ans après les émeutes de Los Angeles, déclenchées par le passage à tabac de Rodney King. La défiance envers la police est immense. La défense présente O.J. comme une victime du système, un homme noir ciblé par une police raciste, un symbole des injustices structurelles. Le discours enflamme l'opinion afro-américaine qui voit en O.J. un homme persécuté par une institution corrompue. Pendant ce temps, une grande partie de l'Amérique blanche voit un meurtrier manipulateur, un acteur narcissique, un système juridique incapable de juger une star. Le pays est divisé en 2 blocs irréconciliables. Le procès du siècle ou le spectacle du siècle? La question se pose. L'affaire O.J. Simpson était-elle une quête de justice? Ou une saison entière de télévision en direct? Les caméras capturent nos tout, mais elles déforment tout. L'affaire cesse d'être un crime, elle devient une légende moderne. Le jury de l'affaire O.J. Simpson n'est pas composé de 12 personnes. Il est composé de millions. L'opinion publique devient le véritable juge. La bataille des mythes. Pour la procureure Marcia Clark, l'affaire est simple. Un homme violent a tué son ex-femme dans un accès de rage. Pour la défense, l'affaire est une tragédie nationale. Un homme noir est victime d'une police raciste qui fabrique des preuves. Les 2 récits sont incompatibles. Les erreurs de la police alourdissent la balance.
Les gaffes du LAPD ne se contentent pas de fragiliser le dossier. Elles créent un terrain fertile pour le doute. Empreintes mal documentées, lignes du temps confuses, absence de protocole clair, vidéos de Fuhrmann révélant un racisme violent, soupçons de falsification. Pour un jury ayant vécu l'Amérique des années 90, ces révélations sont explosives. La défense montre un système brisé. Et pour la première fois, le pays écoute. Les jurés, fatigués, piégés, influencés, 239 jours de procès. Le plus long de toute l'histoire de Californie. Les jurés sont isolés, enfermés dans un hôtel, coupés du monde extérieur. Le stress devient insupportable. Des disputes éclatent, des remplacements sont nécessaires. Quand arrive finalement l'heure du verdict, la tension est si extrême que certains jurés ne dorment plus. La perception devient vérité. Cochran ne cherche pas à prouver l'innocence de O.J. Il cherche à prouver une chose plus simple. La police aurait pu fabriquer des preuves. Donc vous devez créer un doute raisonnable. Et ça fonctionne. L'affaire cesse d'être scientifique. Elle devient morale, politique, identitaire. 3 octobre 1995. Le monde retient son souffle. O.J. Simpson se tient debout, les mains tremblantes. Les caméras filment chaque battement de cils. Le verdict tombe. Non coupable. Une partie de l'Amérique explose de joie. Une autre pleure de rage. Les réactions sont instantanées. Les Afro-Américains y voient la première victoire contre un système injuste. Les Blancs y voient un meurtrier cynique acquitté grâce à sa célébrité. Les familles des victimes restent dévastées. Le procès civil renverse la balance. 2 ans plus tard, au procès civil, O.J. est jugé responsable. On ne parle plus de doute raisonnable, on parle de logique, de statistiques, de probabilité. Mais O.J. n'ira jamais en prison pour ses meurtres. Un homme libre, mais jamais innocent. Après le procès, O.J. devient un paria. Hollywood le ferme. Les marques le renient. Ses finances s'effondrent. En 2007, il est arrêté pour vol à main armée et séquestration. Ironie tragique. Il purgera finalement une longue peine de prison pour un crime totalement différent. La vérité, un mystère impossible. L'affaire O.J. Simpson ne repose pas seulement sur des preuves. Elle repose sur perception, race, pouvoir, médias, émotions, traumatisme national. La question finale demeure. L'Amérique a-t-elle jugé un homme ou s'est-elle jugée elle-même ?